Salut. Pardon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis. Pardon, je suis malade, donc du coup ça s'entend, j'ai déraillé à l'entrée, quoi, super. J'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps que je vous ai pas vu et ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait l'Europe. Donc voilà, l'Europe, pardon. Donc ça commence sur un glaire, bravo. Ouais bah désolé, hein, je suis malade. Hein. Alors ça risque de renifler, ça risque de tousser, et si vous n'êtes pas sympa, je me mouche avec vous, donc soyez cool. Donc bref, j'ai vu dans le chat qu'il y a pas mal d'interrogations parce qu'effectivement il y a eu du changement. À la base il devait y avoir un stream sur un débat sur les Panama Papers, sauf que je suis beaucoup occupée en ce moment personnellement et que j'ai encore des trucs à préparer dessus parce que c'est la fiscalité, tous ces trucs là. Bref, c'est pas des dossiers que je gère et tout, donc ça me demande plus de préparation. Et comme c'est pas de l'actu chaude, j'ai décalé ça à la semaine prochaine. Là où par contre, et donc on l'a remplacé par un point sur le Brexit, puisque vous le savez peut-être, mais lundi, le 19 juin dernier, donc lundi, les négociations sur le Brexit ont commencé, et donc on va commenter la conférence de presse qu'il y a eu où Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit pour la Commission, a parlé. Il y a aussi le négociateur pour le Royaume-Uni qui a pris la parole. Et ensuite, il y a une session de questions-réponses entre les journalistes. Donc on va regarder tout ça parce que ça va peut-être vous donner un peu plus de clés de compréhension sur ce qui va se passer dans les mois à venir pour le Brexit. Voilà, donc désolé, on a un peu changé le sujet à la dernière minute, pour vous dire c'était hier. Donc voilà, j'annonce hors de question d'arrêter la clim dans le studio. Oui, si vous entendez un bruit de fond, bah tant pis pour vous, on va le laisser parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Toi aussi vis la grippe par 40 degrés avec Jennifer. Non mais j'ai pas la grippe, hein. J'ai juste un putain de rhume qui fait chier quoi. Hop, alors je lis vos petites questions. C'est vrai que 35 degrés c'est normal d'avoir la crève. Mais non mais dis, c'est parce que je pense qu'avec les... Moi je vais vous raconter ma vie, mais avec les changements de température entre les endroits où il fait frais, la clim et tout... bref, voilà. On va pas trop s'étaler sur la chaleur qu'il fait dehors, hein. On sait qu'il fait chaud et que tout le monde n'en peut plus. Mais merci d'être avec moi pour regarder ce petit stream que je vous fais tout en transpiration. Je suis glowy, comme on dit. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ce Brexit? Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je pense juste que ça va être hyper compliqué, que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Royaume-Uni. Il y a des gens qui sont favorables au Brexit parce qu'ils sont eurosceptiques, voire europhobes, et que pour eux, l'Union Européenne n'apporte rien si ce n'est des problèmes. Il y en a qui sont favorables au Brexit parce que le Royaume-Uni était un État membre assez particulier, puisqu'il n'était pas dans la zone euro, il n'était pas dans Schengen. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels il ne voulait pas trop de coopération, notamment sur les aspects du judiciaire, la coopération judiciaire, etc. Donc il y a plusieurs personnes qui disent bah, tant mieux qu'ils se barrent, puisque de toute façon ils ne faisaient que ralentir les choses, puisqu'ils n'étaient pas forcément les plus europhiles parmi les États membres. Voilà. Voilà. Donc voilà, et puis il y en a qui sont contre le Brexit puisque c'est perdre un État membre et pas des moindres, c'est quand même le Royaume-Uni qui est un contributeur très important au niveau du budget de l'Union Européenne notamment et qui voilà, est un État du continent européen, qui est membre de l'Union Européenne depuis les débuts des années 70, donc depuis 72 ou 73, 73 je crois. Donc bah, pour beaucoup ça fait chier d'un point de vue du symbole. Un rapide avis perso sur le remaniement avant l'entrée en matière du Brexit. Alors Antoine, c'est pas vraiment le sujet de l'émission, donc je vais pas m'étaler sur le remaniement. J'ai pas en plus d'avis dessus, j'ai pas trop regardé non plus, on va dire. Voilà, il y a moyen de redonner les définitions du hard Brexit et du soft Brexit. Yes, of course, comme on dit. Royaume-Uni, c'est pas sur le continent européen. Oui, c'est pas sur le continent, mais c'est quand même l'île qui est à côté, quoi. Ça va. Ils sont quand même européens. Sinon, on peut dire aussi que la Corse n'est pas sur le continent européen.
Du coup, oui, alors sur le soft Brexit et sur le hard Brexit. Donc, hard Brexit, ça implique une séparation nette et claire entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de lien, comment dirais-je, entre les deux entités. Par exemple, le Royaume-Uni ne pourrait pas avoir accès au marché intérieur. Il n'y aurait plus d'impact des législations européennes sur le Royaume-Uni, ce genre de choses. Le soft Brexit, c'est à l'inverse une séparation en douceur où il y aurait toujours encore un lien entre les deux entités, notamment le Royaume-Uni pourrait être encore membre du marché intérieur à la condition qu'il accepte la libre circulation des personnes. Ça, c'était un truc que le Royaume-Uni ne voulait plus, donc voilà, c'est un des sujets de négociation. Et puis aussi que soft Brexit, ça impliquerait que la législation européenne pourrait encore avoir un impact sur le Royaume-Uni. En gros, voilà, soft Brexit, c'est comme la Finlande ou la Suisse, la Norvège, tu veux dire, Gultix, puisque la Finlande est dans l'Union européenne. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. La Norvège et la Suisse ont des liens très forts avec l'Union européenne et il y a notamment des législations européennes qui ont un impact sur ces pays-là. Pour la Norvège notamment avec l'espace économique européen où il y a du coup des textes qui s'appliquent également en Norvège alors que les Norvégiens n'ont pas du tout négocié ou n'ont pas du tout participé au processus de construction des textes européens. Voilà, en gros. Et donc la grosse question que l'Union européenne a mis en avant, c'est le sort des ressortissants britanniques et européens, qui sont donc les Britanniques qui sont dans l'Union européenne et les Européens qui sont au Royaume-Uni. Il y a 1 million de Britanniques qui sont, qui sont du coup dans les États membres de l'Union européenne, et il y a 3 millions d'Européens qui sont sur le territoire britannique. Voilà. Hard Brexit, c'est interdit au moins de 18 ans. Fanny, elle est nulle cette blague. Donc je l'ai lu pour te montrer du doigt. Voilà. Est-ce que les Français expatriés au Royaume-Uni vont-ils devoir se faire naturaliser pour continuer à travailler là-bas? Bah, Perceval, c'est toute la question. Naturaliser, pas forcément, mais en tout cas avoir un titre de séjour, comme on doit le faire quand par exemple on va dans un État hors de l'Union européenne où il faut vraiment un titre de séjour. Et bien ça risque de devoir être le cas. Donc si vous voulez par exemple aller, je sais pas... si vous souhaitez aller au Royaume-Uni une fois que le Brexit sera effectif et qu'on sera parti sur vraiment un truc un peu, une séparation nette, claire et précise, et ben vous aurez certainement l'obligation d'avoir un titre de séjour pour y aller et vous ne pourrez pas y rester longtemps si vous n'avez pas trouvé de travail, il faudra que vous ayez un travail pour pouvoir rester, enfin bref, tout ce genre de choses. Voilà, pardon, la petite toux. Bref, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission sur le Brexit. Il s'est pas passé non plus grand chose depuis la dernière fois on avait fait une émission dessus. À part que, vous le savez, Theresa May a demandé à ce qu'il y ait des législatives anticipées qui s'organisent au Royaume-Uni. Elles ont eu lieu le 8 juin dernier. Theresa May qui avait voulu ces législatives pour obtenir une majorité plus forte qu'elle ne l'avait à l'époque pour justement négocier tranquillement et arriver à un Brexit comme elle le souhaite. Sauf que elle nous a fait une Chirac et elle s'est plantée. Elle a perdu des sièges. Alors je vais vous donner les chiffres parce que je les avais. Elle avait 330 sièges avant les législatives et maintenant elle en a 316 députés. Il fallait 326 sièges pour avoir la majorité absolue. Elle l'avait du coup avant puisqu'elle en avait 330 et là elle est redescendue à 316 donc moi, je dis qu'elle a fait une Chirac parce que voilà, elle a voulu obtenir plus et elle a obtenu moins. Effectivement, elle a quand même gagné, elle a quand même la majorité, mais elle n'a pas la majorité absolue. Et donc, c'est les travaillistes qui ont vraiment progressé puisqu'ils ont obtenu 265 sièges, etc., etc. Donc ça, et ces résultats
des législatives britanniques pose beaucoup de questions, notamment sur ce que vont être les négociations avec le Royaume-Uni et l'Union européenne, puisque on ne sait toujours pas si ça va être un hard Brexit ou un soft Brexit. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Je vous l'ai dit, l'Union européenne, sa priorité, c'est de trouver une solution et de protéger les citoyens européens qui sont au Royaume-Uni, et de protéger aussi les Britanniques qui sont sur le territoire européen. Ça, c'est une des grosses priorités de l'Union européenne. Voilà. Et sinon, entre Theresa May et le reste des États européens, c'est pas jojo. Ah, d'ailleurs, vous avez vu ou pas la reine Elisabeth II avec son beau chapeau, avec son super beau chapeau bleu avec des petites étoiles. Il n'y avait pas les 12, mais voilà, donc elle était en bleu Europe quand elle a fait son discours devant le Parlement. Donc je pense qu'elle a bien trollé Theresa May avec sa petite tenue. C'était vraiment très subtil. Donc moi, je trouvais ça très très beau. Voilà. Et Gibraltar, effectivement, oui, mais Gibraltar, ça va être dans les négociations. Gibraltar, vous le savez, c'est un petit territoire où, en fait, l'Espagne et le Royaume-Uni se tirent la bourre un peu pour obtenir la souveraineté sur cette zone. Sublime troll d'Elisabeth, complètement, mais vraiment, vraiment, elle est beaucoup trop drôle. Vous connaissez l'article 50, sinon demande à l'UPR, je pense qu'ils connaissent. Est-ce qu'on se lançait pas le petit jingle et on va commencer à écouter cette petite conférence de presse. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bien entendu, on peut sauter sur sa fesse comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Voilà, donc c'est parti. Welcome. Donc ça va être très court, hein. C'est une conférence de presse, ça va durer en tout Bienvenue ici en salle de 40 presse minutes, quoi. de la Commission à cette conférence de presse conjointe entre Monsieur Michel Barnier et David Davis, négociateur en chef. Sans plus tarder, je donne la parole à Monsieur Barnier. Thanks, Margaritis. Good afternoon to all. Bonjour à tous et à toutes. En vous remerciant pour votre attention, les premiers mots seront pour dire que j'ai été sincèrement heureux d'accueillir ici dans notre institution et au nom de son président Jean-Claude Juncker, David Davis, que le président Juncker d'ailleurs a tenu à saluer personnellement, et la délégation du gouvernement du Royaume-Uni qui l'accompagnait. Et je suis j'ai cru qu'il allait parler en anglais, ouais, moi aussi. Bah, peut-être qu'il va parler en anglais. De David Davis pour cette première conférence de presse commune. Et vous dire d'abord que cette première session était importante, évidemment. Je peux ajouter qu'elle a été utile. Ladies and gentlemen. Mesdames, Allez, c'est parti, il parle en anglais. cette première session a été utile, c'est vrai, pour... Il est britannique, ce monsieur. Non, Michel Barnier est français. Il a été plusieurs fois ministre L'heure tourne. en France et il a été aussi commissaire européen. Et c'était utile plusieurs fois. pour moi d'être assis autour de la même table avec mon homologue David Davis. Et le négociateur à côté, oui, c'est un Britannique, David Davis, c'est le secrétaire d'État à la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Aujourd'hui, nous sommes mis d'accord sur les dates. Nous nous sommes mis d'accord sur l'organisation. Et nous nous sommes mis d'accord sur les priorités pour les négociations. Alors, vous voyez quand même, on est le 22 juin. Ça va faire presque un an jour pour jour que les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne puisqu'ils ont voté le 23 juin dernier. Nous devons lever... C'est quasiment un an jour pour jour après qu'on arrive enfin à se décider sur le calendrier des négociations retrait du Royaume-Uni et sur les priorités de négociation. Mais les négociations n'ont pas encore commencé. Enfin là, elles vont commencer. Dans une deuxième étape, nous baliserons notre futur partenariat. Et donc, comment ça va s'organiser? La première partie des négociations sera dédiée à régler les questions de la séparation. Une semaine de négociations. Les soldes à payer, l'essor des Britanniques et des Européens. Qui s'écoulera entre
de réunions pour toutes travailler ces choses-là. Et la deuxième partie, ce sera quelle relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni après, dans l'avenir, quand ils seront plus dans l'Union européenne. Les séries de négociations seront réparties. Alors que Theresa May voulait négocier les deux en même temps, mais l'Union européenne a insisté, et les États membres du coup ont insisté pour que ce soit d'abord les conditions de séparation et ensuite la nouvelle relation. De séparation. C'est pas Boris Johnson, non, Boris Johnson est, si ça n'a pas changé depuis la dernière fois, mais normalement il est ministre aux Affaires étrangères. Lors de chaque semaine de négociation. David Davis et moi-même, en tant que négociateurs en chef pour l'Union européenne, discuterons ensemble de ces questions. Nous nous attaquerons. Mais ils sortiront quand officiellement, dans quelques mois ou quelques années? Normalement, au bout de 2 ans de négociations, les négociations doivent se terminer, qu'il y ait accord ou non, et donc sortie. Et Sabine Whelan commenceront un dialogue sur l'Irlande. La protection de l'accord du Vendredi Saint et le maintien de la zone commune de circulation sont les questions les plus urgentes. Voilà, donc la question de l'Irlande est essentielle aussi. L'importance du timing. Vous le savez, il y avait des conflits sur la frontière et l'Union européenne a énormément participé pour mettre en place un processus de paix qui a mené aux accords de Belfast. Et cela le plus vite possible. Cela inclut les droits des citoyens, le règlement financier unique et la question des frontières, notamment en Irlande. Ensuite, le Conseil européen, sous la présidence de M. Tusk, pourra décider si oui ou non nous pouvons montrer suffisamment de progrès. Et nous pouvons ensuite passer au balisage de nos relations futures sur le commerce et d'autres questions, d'autres secteurs. Mesdames et messieurs. Nous avons donc commencé à discuter de ces 3 sujets clés dans le cadre du mandat qui m'a été donné par les 27 et le Conseil européen. Voilà, donc le Conseil européen nous devons nous engager a donné un mandat à la Commission pour que ce soit elle qui s'occupe des négociations. Côté du Channel, qu'ils pourront continuer à vivre comme auparavant. Donc c'est les États membres qui ont donné le droit à la Commission de négocier. La Commission ne s'en est pas saisie toute seule. Financier mutuel. Nous devons trouver des solutions. Les Irlandais flippent sur ce point, ils craignent la réouverture des hostilités. Effectivement, Jaran, avec les Irlandais, c'est assez tendu. C'est en levant les incertitudes sur ces sujets que nous poserons les bases de la confiance nécessaire. L'Irlande, c'est pas au Royaume-Uni. Un nouveau partenariat. L'Irlande du Nord, qui est une partie du Royaume-Uni. En quittant l'Union, comme il a choisi de le faire souverainement, le Royaume-Uni n'aura plus les mêmes droits et les mêmes bénéfices que les États membres de l'Union. Je suis cependant convaincu qu'il est dans notre intérêt commun d'établir un nouveau partenariat entre les 27 et le Royaume-Uni, et je suis convaincu que ce partenariat peut contribuer à la stabilité durable de notre continent. Nous sommes à 27 avec les institutions unis pour cette négociation et dans cette perspective. Mais les 27 sont également unis pour, en toute hypothèse, continuer à réformer, à progresser, à avancer ensemble. Et sur la question de l'Écosse, l'Écosse a l'intention d'organiser un référendum sur son indépendance potentielle en 2019 après les négociations et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Voilà ce que j'ai dit aujourd'hui à David. C'est la raison pour laquelle nous travaillerons non-stop avec le Royaume-Uni et jamais contre le Royaume-Uni. Il n'y aura aucun ressentiment de ma part. Je ferai preuve d'une attitude constructive, reposant fermement sur l'intérêt et le soutien des 27. Et sans arrêt, je chercherai le soutien du Parlement européen. Alors, il y a une chose que l'on entend souvent, c'est cette façon de parler de partenariat, Mais permettez-moi de conclure. Que ce soit du côté britannique, même si Theresa May a eu un discours parfois assez strict, mais du côté de l'Union européenne, on essaye de rassurer en disant c'est pas parce que le Royaume-Uni va partir qu'on sera plus copains après et que nos relations seront terminées. Ces mots. Donc c'est un truc qu'ils disent à chaque fois dans leurs éléments de langage. D'humilité et de respect à l'égard d'un des plus grands pères fondateurs de l'Union. Il a répondu « Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste.
Je suis déterminé. Pourquoi c'est la Commission européenne qui s'exprime, le Parlement ne s'exprime pas? déterminé. Alors, ouf, Nous sommes déterminés. Thank you, Michel. Hop là, voilà, donc ça c'était Michel Barnier qui faisait son petit point. On va ensuite écouter David Davis juste après. Ça va être très court, David Davis, il va parler 3 minutes. Mais après il y a 20 minutes de questions-réponses où là vous aurez peut-être, les journalistes vont poser des questions que vous posez peut-être et vous aurez certainement du coup votre réponse. Donc voilà, donc c'était assez rapide. Et donc pour en revenir à cette question... Thank you, Michel. The audio... Merci. Et voilà, Michel. donc David Davis. Et vous constaterez d'ailleurs à l'instant même que nous coordonnons Secrétaire d'État sur à la sortie de l'Union nos européenne au citations. Royaume-Uni. Et je commencerai par reconnaître l'ambiance très productive de nos discussions aujourd'hui. J'ai été très encouragé par la démarche constructive de part et d'autre. Nous avons jeté les bases solides de nos discussions futures, avec un calendrier certes ambitieux, très ambitieux, mais réalisable. De part et d'autre, nous souhaitons tous les deux obtenir le meilleur résultat possible et le partenariat le plus fort possible. Un partenariat qui marche et qui fonctionne tant pour le Royaume-Uni que pour l'UE. Nous sommes d'accord pour dire que, unis, nous avons bien plus de chances d'aboutir que si nos équipes devaient s'opposer, et nous en avons encore eu la preuve aujourd'hui. C'est marrant quand tu les Ce entends sera dire ça, alors qu'il d'autant plus y a vrai quand même sur un des Brexit qui est enjeux en cours, majeurs tels que les droits des citoyens. Avançons Je unis, suis ravi alors qu'on est en de train de pouvoir divorcer. indiquer C'est pas que beau, nous ça? avons de nombreux points communs. Depuis le référendum, je n'ai eu de cesse d'indiquer que ma priorité, c'est de donner des certitudes aux ressortissants européens vivant au Royaume-Uni et aux résidents britanniques vivant dans l'Union européenne. Et je sais Donc au fou, je t'ai pas oublié. Pourquoi c'est la Commission qui s'exprime et pas le Parlement européen? Le Parlement européen s'exprime aussi sur la question, et on avait déjà commenté des débats d'ailleurs, mais c'est surtout la Commission qui négocie, elle et elle seule. Le Parlement européen, lui, est tenu informé de ce qui se passe, peut donner son avis, mais c'est pas lui le négociateur vraiment en chef, c'est surtout la Commission qui négocie. Parce qu'on estime que c'est plus logique que ce soit une institution qui négocie et qu'elle récupère les avis des autres institutions, mais qu'au moins c'est plus clair comme ça que s'il y a un interlocuteur et qu'il n'y en a pas 36. Membres des autres partis, en plus de nos discussions sur les droits des citoyens, nous nous sommes mis d'accord en effet sur la façon de structurer nos discussions dans les mois à venir. Michel et moi, nous nous rencontrerons une fois par mois, une fois toutes les 4 semaines, regroupant nos équipes. Nous espérons que cette régularité nous permettra de faire avancer nos discussions et parcourir l'ensemble des questions très rapidement. Nous sommes également convenus de créer toute une série de groupes de travail techniques pour progresser sur les questions de détail. Ce sont des groupes composés d'experts de haut rang de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Ils se sont réunis pour la première fois aujourd'hui. Ils vont venir appuyer nos discussions à Michel et moi pour dégager des solutions créatives aux enjeux que nous aurons pointés en Pourtant, dans plein de pays, c'est le Parlement qui négocie. Oui, mais Matt, l'Union européenne n'est pas un pays. Du voyage que nous entreprenons, le Royaume-Uni et l'Union européenne ensemble. Il y a un long chemin à parcourir, mais la chose est bien engagée. Nous avons fait les premiers pas critiques ensemble. À présent, nous assumons une responsabilité partagée. Il faut que les progrès soient rapides et substantiels. Michel vous l'a dit il y a quelques instants, vous l'avez entendu, nous avons eu un bref échange de vues tout à l'heure sur la différence qu'il y a entre être optimiste et être déterminé. Il vous a donné la citation de Jean Monnet. Moi, je n'ai pas le moindre doute. La voie qui nous attend sera parsemée d'embûches, mais comme Winston Churchill l'a dit un jour, le pessimiste, lui, voit des difficultés partout là où il y a des occasions à saisir, tandis que les optimistes voient des occasions à saisir dans toute difficulté. Et donc, en jetant un pont entre Churchill et tu Monnet, m'étonnes que là, tu vas avoir des opportunités vu les difficultés qui vont arriver. Nous allons à présent prendre vos questions. Sarah, voilà, donc là, ça c'était... Hop, on revient en scène d'intro. On va ensuite écouter les questions des journalistes. Mais en tout cas, pour en revenir à sur quoi va porter la négociation du Brexit, alors, il va y avoir beaucoup de choses. L'Union européenne a par exemple légiféré, a compétence dans pas mal de domaines, et donc c'était des dispositions européennes qui ont été intégrées ensuite dans le droit britannique. La question sera de savoir est-ce que le Royaume-Uni va conserver ces textes européens ou va s'en débarrasser. Si elle s'en débarrasse, du coup il va y avoir un vide juridique, donc il va falloir bosser là-dessus. Il va falloir, il y a plein de choses sur lesquelles l'Union européenne agit, et cela, elle ne le fera plus, donc du coup, le Royaume-Uni va récupérer des compétences.
Voilà, il va falloir aussi régler le solde de tout compte. Le Royaume-Uni s'étant engagé sur plusieurs années sur des programmes pluriannuels, c'est le nom qu'on donne, à verser des sommes pour payer certains projets. Elle s'est engagée, l'Union européenne demande à ce que le Royaume-Uni paye ces sommes-là, et notamment aussi pour tout ce qui est de la retraite des fonctionnaires européens qui sont de nationalité britannique. Il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le sort des ressortissants européens qui sont sur le sol britannique. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce qu'ils vont pouvoir rester sur place? Est-ce qu'ils vont devoir partir? Voilà. Il y a le sort des Britanniques qui sont sur le territoire européen. Il y en a 1 million qui eux aussi doivent savoir s'ils auront la possibilité de rester dans les pays où ils sont. Il y a aussi toutes les questions des retraites, etc. Enfin bref, c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a est-ce que le Royaume-Uni veut rester ou non dans le marché intérieur? Normalement, il ne le souhaite pas, puisque le marché intérieur est composé de 4 libertés fondamentales, la libre circulation des marchandises, des travailleurs, des capitaux et des services. Le Royaume-Uni est OK pour la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services, mais pas pour la libre circulation des travailleurs. Elle ne veut pas que des travailleurs, c'est le cliché. Hein. En gros, le cliché qu'il y a au Royaume-Uni, c'est on ne veut pas des travailleurs polonais qui viennent nous piquer notre boulot. En gros. Et donc le Royaume-Uni ne veut pas de la libre circulation des travailleurs, mais l'Union européenne a dit à plusieurs reprises, et toujours sur cette ligne-là, si vous voulez rester sur le marché intérieur et profiter du marché intérieur, il faut accepter également l'application de la libre circulation des travailleurs. Voilà, donc il y a tout ça. Du coup, le Royaume-Uni reste dans Euratom. Bonne question, Captain Follet. Il faudra voir. Moi, j'en sais rien à l'heure actuelle. Il y a aussi la question de savoir est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne, enfin est-ce que les législations européennes qui vont être prises auront un impact sur le Royaume-Uni à l'avenir, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses. L'Union européenne agit dans énormément de secteurs. Il y a pas mal de secteurs qui ont été mutualisés sur certains points. Typiquement l'Eurostar. C'était un projet anglais et français. Donc voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc voilà. Donc il y a énormément de secteurs sur lesquels il va falloir voir quelle stratégie on fait. Il y avait plein de choses en cours. Donc voilà. Voilà, donc je vous propose qu'on passe cette fois-ci aux questions. Peut-être que vous aurez certainement des réponses à vos interrogations. Donc c'est parti. Merci Sylvain pour la régie. Hello, do you hear me? Go ahead. Sarah Collins from the Irish Independent and Irish Examiner newspapers. To both Mr. Je m'adresse à M. Davis ainsi qu'à M. Barnier. Jusqu'à présent, d'après ce que vous nous avez dit, vous dites que vous allez vous concentrer sur les droits des citoyens et le règlement financier, la question irlandaise étant mise de côté en quelque sorte. Pourriez-vous nous expliquer quelles sont vos intentions? Comment allez-vous structurer les discussions? À quand peut-on s'attendre à un document de position sur l'Irlande? Est-ce que c'est encore une de vos premières priorités? Et qui va devoir donner cette solution imaginative et flexible? Hello, c'est du direct. Non, ça a eu lieu le 19 juin dernier. La question irlandaise a occupé on commente en différé. Plus de temps que les autres questions aujourd'hui. Nous avons lundi. deux choses. La sensibilité politique, bien entendu. Nous en sommes tous conscients. Et puis s'ajoute à cela la détermination, la volonté d'avoir une frontière aussi invisible que possible pour ne pas saper le processus de paix et pour ne pas être sujet de préoccupation en Irlande du Nord. Alors il s'agit d'une question difficile au plan technique. Cela étant dit, je suis certain qu'une solution peut être trouvée. En fin de processus, nous déciderons ce qu'il en est des douanes et des accords de libre-échange. Mais voilà quel est notre point de départ. Et on va engager un dialogue entre... Ça se passe où? Ça se passe à la Commission européenne. Ils ont une salle de conférence de presse où les journalistes sont invités. Les conférences de presse, il y en a tout le long de la journée. Il y en a vraiment beaucoup. De ces négociations. Et donc ça a lieu là, à la Commission européenne. Il n'est pas juste de dire que nous avons mis de côté cette question. Certainement pas. C'est pas juste. Certainement pas. En plus, c'est vrai parce que Michel Barnier en a un peu parlé dans son allocution de tout à l'heure que l'Irlande était un sujet très important. Faire avancer les choses sur un dossier qui est à coup sûr l'un des plus sensibles et dont j'ai encore vu la sensibilité
en étant invité il y a quelques semaines par le Taoiseach et par les deux chambres du Parlement à Dublin. Il y a dans ce dossier une dimension politique très sensible, à la veille de la formation du nouvel exécutif en Irlande du Nord, quelques jours après l'arrivée d'un nouveau gouvernement à Dublin et du nouveau Taoiseach, et naturellement en tenant compte des discussions politiques qui ont lieu à Londres et que nous suivons. Nous avons eu nous-mêmes des premiers contacts avec les équipes du nouveau Taoiseach, Léo Varadkar, qui d'ailleurs rencontrera le président Juncker jeudi, ici. Et moi-même, j'aurai l'occasion à Luxembourg demain d'avoir un entretien avec le nouveau ministre irlandais des Affaires étrangères. Notre état d'esprit reste exactement le même. Et je le dis avec beaucoup de force et de détermination. Nous voulons préserver dans toutes ces dimensions et dans tous ces engagements le Good Friday Agreement. Le Taoiseach, c'est le Premier ministre irlandais. Comme je l'ai dit, merci, comme le dit Captain l'ensemble des dimensions comme le dire Premier ministre, on dit le Taoiseach. Et l'autre difficulté complémentaire, c'est que nous devons trouver, sans reconstruire de frontières dures, évidemment, je l'ai déjà dit, des solutions s'agissant des marchandises en particulier et des services qui respectent l'intégrité et les règles habituelles du fonctionnement du marché intérieur. Voilà. Donc nous avons un contexte politique extrêmement sensible. Nous avons un objectif très clair qui est celui de préserver dans toutes ces dimensions le Good Friday Agreement. Et nous avons beaucoup de travail à faire bilatéralement et en coordination avec, de mon côté, le gouvernement de Dublin pour trouver des solutions concrètes, imaginatives, sur le plan que je viens d'évoquer, notamment qui tiennent compte du marché intérieur. Voilà, mais certainement pas cette question ne sera pas mise de côté. Yes, please, go ahead. Closer to the mic. How's that? James Mates from ITV News, Secretary of State. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez dit que vous vous étiez mis d'accord sur le séquençage, les priorités pour l'organisation de ces discussions, comme l'Union a dit qu'elles allaient être. Je vous mets un article du Parisien sur la question de l'Irlande du Nord. De votre position de négociation, de l'absence d'un effet levier de votre part. L'important, c'est la fin des négociations, pas l'entame. Le Royaume-Uni a été très clair quant à l'approche des négociations. Le processus ne peut se conclure sans que l'on parle aussi de l'avenir de nos relations. Il s'agit de se mettre d'accord en parallèle. C'est tout à fait cohérent avec les lignes directrices du Conseil. Pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Alors bien entendu, il y a des questions que l'on veut régler dès que possible, les droits des citoyens, mais également, comme cela vient d'être dit, l'Irlande du Nord. Alors aujourd'hui, la position que nous avons adoptée cadre avec la position que nous avons toujours défendue et que nous avons reprise dans notre lettre article 50. You need to take the mic. Secretary of State. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez parlé des relations futures, des relations commerciales, mais qu'allez-vous demander lorsque vous en serez abordé ces points? Et est-ce que ce que vous demandez aujourd'hui ou demain pourra, étant donné la confusion politique, être ce que vous demanderez également dans quelques semaines? Et Monsieur Barnier, en anglais, si vous me le permettez, les citoyens britanniques traversent une période très difficile. L'une de leurs préoccupations tourne autour du Brexit et du résultat. Ils espèrent un bon résultat. Pourriez-vous vous adresser directement à eux et que leur diriez-vous si vous pouviez vous adresser directement à eux? C'est très drôle qu'il leur parle en français. Pétrole. La position n'a pas changé. Nous avons le discours de Lancaster House. La position n'a pas changé quand même. Et nous avons la lettre article 50.
depuis un an, on entend un coup hard Brexit, soft Brexit, hard Brexit, l'adhésion au soft marché Brexit. On ne unique sait jamais trop le respect des 4 à quel libertés. point que les Européens en ont un peu marre aussi. Ici, retrouver le contrôle de nos lois, de nos frontières. Nous allons donc mettre. Il faut savoir que l'Union européenne est prête pour les négociations douanier et un accord de libre-échange. Et depuis quelques temps déjà. Et qu'elle attend, elle a longuement attendu que le Royaume-Uni se bouge pour que les négociations puissent s'enclencher. Si les négociations se sont enclenchées si tardivement, c'est parce que le Royaume-Uni a traîné. Là, ici, le point positif. Le Royaume-Uni, je vous rappelle, a mis 9 mois avant d'enclencher l'article 50. Je me permets d'ajouter un mot en écho à cette question et à la précédente. L'article 50, il est très clair. Et nous sommes au moment de mettre en œuvre son application, qui est un moment grave, parce que la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne est une décision grave. Nous devons organiser le retrait ordonné du Royaume-Uni, en tenant en compte ce que sera notre future relation. Et voilà pourquoi, dès maintenant, où nous travaillons, et pour la deuxième étape de cette négociation, quand nous aurons constaté des progrès suffisants sur la première étape, ce que vient de dire David Davis. Mais pourquoi grave? Mais grave, c'est pas forcément dans le sens négatif du terme. Mais on peut pas nier que c'est un moment grave, puisque c'est quand même une séparation entre c'est quand même un État membre qui quitte l'Union européenne. Ça implique énormément de choses. On peut pas nier que ça n'a pas de conséquences. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est une décision grave, avec gravité qu'il faut prendre ça. Voilà, c'est pas forcément dans le terme négatif, c'est juste que oui, ça a des conséquences et qu'on ne peut pas les nier, quoi. Il ne faut pas être dans le déni non plus. Possibilité de coopération entre notre Union à 27 et un pays tiers fait l'objet d'un équilibre entre les droits et les obligations. Et le Royaume-Uni. Surtout que le Royaume-Uni est membre de l'Union européenne depuis 1973, donc ça fait un bail, et qu'il s'en est passé des choses, qu'il y a eu énormément de. L'Union européenne a eu un impact important sur le Royaume-Uni, notamment d'un point de vue dire aux citoyens législatif. Et j'en connais beaucoup. Voilà, forcément que c'est un processus qui va être difficile, parce qu'il va falloir négocier sur beaucoup de sujets, et voilà, c'est dans ce sens-là que c'est quelque chose de grave. Un certain temps. C'est exactement ce que j'ai envie de dire aux citoyens de l'Union européenne actuelle qui vivent, travaillent au Royaume-Uni et qui sont d'ailleurs, vous le savez, 3 200 000 d'un côté et 1 500 000 de l'autre. Voilà. Rien que pour ces personnes, leur sort est complètement... pour eux, ils ne savent pas ce que sera leur avenir. Ces personnes qui sont les ressortissants européens qui sont au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques qui sont sur le territoire européen ne savent pas s'ils pourront rester de manière durable là où ils se sont installés. Pour eux-mêmes et pour leurs familles, sur la base de principes sur lesquels nous devons précisément nous mettre d'accord. La réciprocité, la continuité de ces droits, la non-discrimination. Et tout le travail que nous avons commencé aujourd'hui dans un working group, précisément, consiste à nous mettre d'accord sur qui sont les citoyens concernés, pour quel type de droits, quelles garanties très fortes nous devons leur donner pour les rassurer, et à partir de quel moment cette sécurité doit leur être donnée. Voilà pourquoi nous attendons avec beaucoup d'intérêt le papier que doit publier prochainement le gouvernement britannique, en écho à celui que vous avez entre les mains et que nous avons publié en toute transparence il y a quelques jours, comme nous le ferons désormais pour faciliter votre travail en toute transparence. Welcome to Bruno now. Je vais vous partager, alors c'est en anglais, je suis désolée, mais je vais vous partager le document
que Dans le Michel mandat Barnier vient des groupes de négociation pour les droits des citoyens et le règlement sur le droit des citoyens, de séparation. Voilà la position de l'Union européenne. Un dialogue sur l'Irlande et sur les frontières, mais étant donné les discussions avec le DUP ou étant donné peut-être les positions assumées par certains membres du cabinet comme Philippe Hammond sur le marché unique et l'union douanière, qu'en est-il? Et Monsieur Barnier, si vous me le permettez, quel est votre degré de confiance? Quelle est la confiance que vous avez encore ici à l'égard de Monsieur David Davis pour les 6 prochains mois, étant donné la fragilité du gouvernement britannique? Bam! Et avec les loyalistes avec lesquels il faut compter en Irlande du Nord. Je suis flattée. Nous l'avons déjà fait. Mais le traitement de la question de l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande, en aucun cas n'est de seconde zone. C'est l'inverse. Ce sont les personnes du plus haut rang qui en ont traité dans cette équipe de négociation. Et nous commençons dès maintenant avec ce point. Pour les droits des citoyens, nous espérons arriver raisonnablement rapidement à une solution. Et pour l'Irlande du Nord, cela demandera un certain temps, mais c'est un dossier complexe, sensible, et comme Michel l'a déjà dit, c'est une question que nous prenons très au sérieux. Et ça n'a rien à voir avec les négociations dans la Chambre des communes. Je confirme encore une fois sur ce point de l'Irlande que le fait que nous engageons ce dialogue aujourd'hui même, au plus haut niveau, Ollie Robbins, qui est le conseiller du Premier ministre britannique, et de mon côté Sabine Veillant, qui est mon adjointe dans cette négociation, c'est la preuve, s'il en avait besoin, de l'importance prioritaire de cette question, mais qui, compte tenu de la diversité des enjeux politiques et techniques, justifie ce travail que nous avons appelé le dialogue, qui devrait être une garantie pour tous ceux qui sont préoccupés de cette question, que nous nous engageons bien comme une priorité. Quand saura-t-on le sort réservé aux expatriés européens au Royaume-Uni? Alors, Gov Nobody, c'est une très bonne question à l'heure actuelle. Malheureusement, il n'y a pas de réponse. Les négociations viennent de commencer. En tout cas, on sait que c'est le premier dossier qui sera traité dans les négociations pour essayer d'arriver au plus vite à une solution. Mais pour l'instant, il n'y en a pas de trouvé. Ça va commencer à être discuté. Je rappelle, les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, représentées par la Commission, ont commencé le 19 juin, donc lundi. Une semaine par mois sera dédiée à ces négociations, donc beaucoup de rencontres entre les équipes britanniques et les équipes européennes pour discuter, et donc ce sera le premier sujet traité. Mais je travaille avec le gouvernement britannique et son représentant officiel, David Davis. Voilà ce que je peux dire. J'imagine pas l'état des négociations si son interlocuteur principal aurait été Boris Johnson. Oui, je suis ici. Thomas Meyer, der Standard. Un commentaire à faire sur la tenue de la reine lors de l'ouverture des chambres du Parlement. Zelgus, je n'ai qu'un mot à dire, gros troll. Enfin là j'en ai dit deux du coup, mais la reine Elisabeth a effectivement très bien trollé sa première ministre. Vous le savez, les citoyens européens étaient préoccupés, ils redoutaient de ne pas être bien informés. Occupez-vous de la régie et taisez-vous. L'exemple de ce qu'ils avaient connu pour les accords de libre-échange avec les États-Unis et le Canada. Alors, apparemment, vous voulez avoir une politique d'information différente. Comment allez-vous fonctionner? Des informations uniquement après les cycles de négociation? Les documents vont-ils être publiés? Comment tout cela va-t-il s'articuler? Quel sera le rôle du Parlement européen? Notre réponse à cette question, dans la responsabilité ou la liberté qui est la nôtre, ce que je peux dire en accord avec le président Juncker, le président Tusk, c'est que nous allons pratiquer de notre côté la transparence la plus large, de manière inhabituelle. Parce que cette négociation est extraordinaire, je ferai tout d'ailleurs pour qu'elle reste extraordinaire, et nous allons donc, compte tenu de cette dimension exceptionnelle,
Je ferai tout pour que ça reste extraordinaire. Ça fait vraiment genre, j'en fais une de négo, mais il n'y a pas un autre pays qui sort parce que ça va être chiant sinon. Vous avez une indication très concrète de la méthode. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qu'on est en train de vivre et que ça va être hyper intéressant à observer tout ça. Nos deux position papers sur le financial settlement et sur les droits des citoyens. Et je continuerai à faire cela parce que, pour tout vous dire, moi je préfère la transparence aux fuites. Pourquoi sa tenue fait polémique? C'est juste du bleu. Alors nidonienne, oui, mais c'est pas n'importe quel bleu. Si tu regardes bien, c'est la même couleur à peu près que le drapeau européen. Et en plus, sur son chapeau, il y avait des sortes de petites étoiles qui faisaient un peu référence aux étoiles du drapeau européen. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a fait vraiment que ça a été très marquant. De l'Union des 27, où je rencontre les syndicats, le gouvernement, chaque chef de gouvernement, la communauté du business et les parlements nationaux. Et je suis très frappé du sentiment de responsabilité et des questions, et de la sensibilité de cette question. Donc le débat public est pour moi très important. Et je me permets de vous dire que nous n'allons pas accepter de le suivre ou de le subir. Nous voulons le conduire. Et donc voilà pourquoi nous avons pratiqué. Voilà, et donc oui, comme je te disais, nidonienne, donc le bleu qui est très proche du bleu du drapeau européen, et en plus avec ces petites fleurs, avec des petits points jaunes comme les étoiles. Bref, c'est pour ça que tout le monde a compris que c'était en référence à l'Union européenne. Le Parlement du Royaume-Uni. La reine n'ayant pas eu le droit de s'exprimer sur le Brexit, je pense qu'elle s'est ainsi exprimée. Et par le menu sur ses objectifs, sur sa stratégie de négociation, sur où le gouvernement mène le pays, et moi et le Premier ministre, nous nous sommes engagés à être le plus transparent possible. Et voilà, il y a Gultix qui te le dit. J'ai été tranquille, toi, genre je fais. Histoire récente. Donc je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons la même analyse que Michel sur ce point. Nous souhaitons que l'opinion publique, lato sensu, soit informée. Les parlementaires, les citoyens, les opérateurs commerciaux, les syndicats, la société civile, tous informés par une publication volontariste de ce que nous faisons. Nous préférons, nous, en effet, aussi la divulgation aux fuites. N'empêche que sur le coup des discussions sur le Brexit, la Commission est assez transparente, elle publie tous les documents, en gros elle publie tous ses position papers, comme il a dit Barnier, donc toutes ses notes de position sont publiées. Je vous ai partagé la note de position sur le sort des citoyens, et je vais vous partager aussi la lutte sur le séquençage des événements serait la lutte pour l'été. Or, dans le mandat, on ne parle pas de tout cela, des relations futures. Donc avez-vous perdu sur ce point? Et ensuite, question à M. Barnier. Dans ces négociations, y a-t-il un endroit, un point sur lequel vous avez le sentiment d'avoir fait une concession aux Britanniques? Bien, alors moi je reviens pour commencer à la lettre article 50 du Premier ministre. Nous devons discuter comment négocier un accord équitable dans le respect des lois du Royaume-Uni, du partenariat avec l'Union européenne. Mais nous croyons qu'il est nécessaire de alors sur la question des sur les frites, termes là, de partenariat futur. Ça m'étonnerait quand même que le retrait la commission qui est présente à Bruxelles, lorsque le Conseil décidera que nous taper sur les frites belges, puisqu'ils doivent se gaver de frites belges assez souvent. On poursuivra les deux voies de dialogue. C'est donc ce qui va se passer, en ce compris sur le commerce, mais aussi le libre-échange, les questions de douane, la sécurité, la coopération, de mille et une façons. Toutes ces discussions. Les citoyens seront informés, mais ils n'auront pas voix au chapitre. Gov Nobody, comment voudrais-tu que les citoyens participent aux négociations? C'est très compliqué, ce sont des sujets très techniques. Il y a beaucoup de citoyens qui sont concernés. Ça prendrait encore peut-être plus de temps. Après, pourquoi pas, mais qu'est-ce que tu voudrais que les citoyens fassent dans le cadre des négociations? Il faut être très calme sur ce sujet. C'est intéressant. Traiter les sujets du divorce, de orderly withdrawal préalablement, c'est une question de bon sens. Et ce n'est pas une demande que nous faisons pour faire ou obtenir des concessions. C'est la conséquence directe de la décision du Royaume-Uni. Et le moment où nous aurons en effet franchi des progrès suffisants,
il faudra qu'il soit suffisant. Et toi, en tant que Français, tu gaffes d'escargots et de cuisses de je serai le premier. Bah, grand froid, en fait, c'est juste que j'ai été à Bruxelles et que je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui bossent à la Commission et dans l'institution européenne qui en parallèle à des frites. La négociation sur le scoping de la future relation. Tant entendu que cette future relation ne pourra être conclue, évidemment, comme c'est logique, qu'avec un État tiers. Et donc, il faudra qu'elle se prolonge encore après le départ du Royaume-Uni. Au fait, Theresa May a toujours une majorité relative. Il y a un seul endroit. Du coup, c'est ça. Oui, Yazimbi, Theresa May a 316 sièges. Enfin, les conservateurs ont 316 sièges, alors qu'il en faut 330. C'est pas le contraire. Pour obtenir la majorité absolue. Le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, quitte le marché. Les parlementaires sont connus pour se gaver pas le contraire. Chez Antoine, à côté de la Commission. Effectivement, Captain Follet est aussi à Flagey, je crois. De ces décisions. Et s'agissant des conséquences, elles sont considérables. Ça a été mes premiers mots ici, dans cette salle, dans mon premier statement public au mois de novembre. Des conséquences humaines, on en parlait, sociales, financières, juridiques, techniques, économiques, politiques. Et personne ne doit sous-estimer. En tout cas, je suis ravie de voir que la question des frites belges vous passionne autant, plus que la situation de vos concitoyens britanniques et français qui vivent au Royaume-Uni. GG les gens. Il n'y a pas de revanche. Jamais. Nous mettons en œuvre la décision qui a été prise par le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Ah, il y a Barnier qui s'énerve. D'interrompre ou de détricoter 44 années de relations construites patiemment entre nous. Voilà, donc il est carrément en train de faire un petit résumé. En gros, il y a 44 ans à détricoter. De laisser la passion, l'émotion de côté pour m'en tenir aux faits, aux chiffres. Et que le divorce ne va pas être facile à faire. Hein. Et de travailler, comme je vous l'ai dit, avec le Royaume-Uni pour trouver un accord dans cet esprit. This concludes our press conference. Ce qui conclut notre conférence de presse. Merci de votre présence. Et voilà. En nombre. C'est fini. Hop, voilà, donc j'espère que ça vous a plu un peu ce format de conférence de presse. Si ça vous plaît comme ça, je vais essayer de continuer, parce que c'est vrai que c'est des formats un peu plus courts. Et que bon, c'est intéressant de voir un peu les autres côtés. Quoi, c'est déjà fini? Oui, oui, bah, ça a duré 40 minutes en tout, c'était une conférence de presse. Les conférences de presse, ça ne dure pas 3 heures comme les débats au Parlement européen. Donc là, c'était effectivement très très rapide. Il y a plein de conférences de presse tous les jours à la Commission européenne sur plein de sujets divers et variés. Donc tout ce qui est Brexit, ce sera comme ça qu'on va le suivre. On va suivre aussi les débats au Parlement européen, mais c'est surtout la Commission européenne qui va négocier. Donc ce sera avec les conférences de presse qu'on en saura le plus. Donc on fera ça pour le Brexit et puis on fera aussi certainement sur d'autres thématiques. Voilà, donc petit résumé, les négociations ont été lancées lundi 19 juin, donc cette conférence a eu lieu le lundi 19 juin, après un premier échange entre Michel Barnier, négociateur en chef, pour le Brexit au nom de la Commission européenne, et David Davis qui est le secrétaire d'État en charge de la sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni. Donc les deux se sont rencontrés avec leurs équipes et ils ont commencé à parler un petit peu du calendrier, des priorités. Et voilà, donc c'était lundi, et donc il y a eu une conférence de presse où vous l'avez vu, les journalistes ont beaucoup posé des questions sur l'Irlande, puisque vous le savez, entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, ça n'a pas toujours été évident les relations. Il y a eu les accords de Belfast qui ont été un peu pushés par l'Union européenne, qui a beaucoup participé au processus de paix. Donc le Brexit crée certaines angoisses d'un retour de tensions sur la question de la frontière. Le sort des ressortissants britanniques qui sont sur le territoire européen, ils sont 1,5 million comme l'a dit Michel Barnier, il va falloir s'interroger sur leur sort. Inversement, pareil pour les ressortissants européens qui sont au Royaume-Uni et qui sont au nombre de 3 200 000 personnes, ce qui est énorme. Voilà, mais la Commission suit ce que veulent les pays membres. Effectivement, Zorg, alors je vous rappelle comment ça se passe. Le Conseil européen, qui est composé des chefs d'État et de gouvernement, par exemple, c'est là que Emmanuel Macron siège.
avec ses homologues, Angela Merkel et Theresa May notamment. Voilà, donc ils se rencontrent à cette occasion, et c'est donc les 27 États membres, le Royaume-Uni est jarté de ces discussions, hein, puisque ils vont quand même pas parler de leur stratégie devant le Royaume-Uni, hein, faut peut-être pas exagérer. Mais bref, donc les États membres discutent entre eux et donnent leur directive un petit peu à la Commission, qui a reçu un mandat du Conseil européen pour faire ces négociations. Pourquoi c'est la Commission qui gère les négociations? C'est parce que c'est elle qui a le plus d'expertise juridique et technique sur le sujet, qu'elle a plein de fonctionnaires et de services qui sont préparés à travailler sur ce sujet. Donc c'est pour ça que c'est la Commission qui va gérer les négociations. Mais les États membres seront derrière elle à chaque fois. Il va y avoir des réunions très souvent entre les équipes des États membres, donc des 27 et les équipes de la Commission, pour savoir dans quelle direction iront les négociations et la position des 27. Le Parlement européen n'a pas vraiment un fort rôle sur les négociations, mais à la fin c'est lui qui devra approuver l'accord ou non. Donc voilà, mais par contre, le Parlement européen, on l'a déjà vu, il y a eu plusieurs débats au Parlement sur le Brexit. Ils ont aussi un négociateur en chef qui s'appelle Guy Verhofstadt. Lui aussi, donc, en fait, est un peu comment dirais-je, l'interlocuteur aussi sur la question du Brexit, et donc il est tenu informé par la Commission de ce qui se passe, et lui il donne à la Commission les positions du Parlement européen sur la question, et la Commission ensuite suit ou pas ce que demande le Parlement européen. Mais le Parlement européen et la Commission ont plutôt les mêmes positions sur la question du Brexit, donc ça tombe bien. Voilà, et donc ensuite un accord doit être trouvé dans les 2 ans qui arrivent là. Donc, fin des négociations prévues le 19 juin 2019. Donc, ils ont 2 ans pour trouver un accord. Les négociations porteront dans un premier temps sur les modalités de séparation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et dans un second temps sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Donc, je pense qu'ils vont passer 1 an sur chaque question, à peu près. Et ensuite, si accord trouvé il y a entre les États membres, donc par le biais de la Commission et le Royaume-Uni sort tranquille, tout va bien. Il faut, je rappelle, approbation du Parlement européen. Si il n'y a pas d'accord de trouvé, pas d'accord de validé, et ben donc ça tombe à l'eau, et donc 2 possibilités, soit le Royaume-Uni sort quand même mais sans accord, et donc avec un gros flou juridique sur plein de choses, soit on estime qu'il faut quand même continuer à négocier pour trouver un accord, et donc à l'unanimité les États membres peuvent, avec aussi l'État qui veut sortir, peuvent décider de prolonger les négociations, mais c'est une décision qui se prend après. Voilà, donc ça c'était en gros le point sur les négociations. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça fait penser aux ordonnances françaises. La Commission discute, négocie et le Parlement vote. Oui, mais à noter aussi que l'Union européenne n'est pas un État. Donc c'est pour ça que l'accord doit être validé à la majorité par le Parlement. Oui. Pour la frontière Royaume-Uni-Irlande, ils sont obligés de passer par l'UE, où ils peuvent négocier d'État à État. Alors, très bonne question. Je ne veux pas trop m'avancer. Je pense qu'ils pourraient négocier d'État à État, mais comme l'Union européenne s'est beaucoup investie sur cette question, et que l'Union européenne souhaite aussi que sur plein de choses, on évite de faire de l'unilatéral, je pense que ça va être géré dans le cadre des négociations avec la Commission, parce que ça évitera d'aller dans tous les sens, et que l'Irlande dise ça et que la Commission après dise autre chose, etc. etc. Donc je pense que les négociations sur la question de la frontière irlandaise se feront dans le cadre de ces négociations entre l'UE et le Royaume-Uni, et la voix de l'Irlande sera bien sûr portée par l'UE. Est-ce que si l'UE construit un projet de sécurité antiterroriste, le Royaume-Uni devra l'exécuter ou pas? Alors,
en gros, s'il y a un projet de texte, donc un règlement ou une directive sur, par exemple, la question du terrorisme, qui est mis en œuvre, tant que le Royaume-Uni est dans l'Union européenne, les textes qui sont votés s'appliquent au Royaume-Uni. Quand le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union européenne, les textes en principe ne sont plus applicables. L'Irlande laisserait négocier ses propres frontières par la Commission. Mais non, Voltaire, c'est pas forcément... Non, l'Irlande sera derrière. En gros, l'Irlande va donner sa position à la Commission et puis la Commission va la défendre. Mais la question des frontières, c'est une question qui se pose aussi au travers de l'Union européenne. Et comme je le répète, l'Union européenne s'est beaucoup investie pendant le conflit entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, et a été une des parties qui a permis les accords de Belfast. Donc voilà. Mais non. L'Irlande, elle est complètement souveraine sur cette question, vous en faites pas. C'est juste que je pense que ça va se passer dans le cadre des négociations, parce qu'on a beaucoup entendu Michel Barnier parler du cas de l'Irlande, donc l'Irlande va définir sa position et la Commission va la défendre. Je le rappelle, la Commission européenne est quand même une institution qui doit respecter les orientations politiques données par le Conseil européen. Conseil européen composé des États membres. Voilà. Quoi d'autre? Si j'ai bien suivi, là, l'UE et le Royaume-Uni se sont simplement mis d'accord sur le planning des négociations. Oui, Hotfizz, le calendrier et les priorités. Voilà, donc les négociations n'ont pas encore, on n'est pas encore dans le brut du truc là. Là, on a discuté du calendrier, des priorités, tout tranquille quoi. On commence doucement. Alors effectivement, ça peut vous surprendre, sachant que le référendum sur la sortie de l'UE a 1 an maintenant. Demain, ça fera 1 an que les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne. Sauf qu'en fait, c'est pas l'Union européenne qui a tardé, c'est le Royaume-Uni qui a tardé à déclencher l'article 50, puisque l'article 50 n'a été déclenché par le Royaume-Uni que le 29 mars dernier. Donc 9 mois plus tard. 9 mois après la décision du peuple britannique, le Royaume-Uni a déclenché l'article 50. Et ensuite, c'est également eux qui ont traîné pour déclencher les négociations. Les services de la Commission, depuis qu'on sait que le Royaume-Uni veut sortir de l'UE, donc depuis le 23 juin dernier, les services de la Commission et des autres institutions européennes sont sur le sujet depuis ce moment-là, donc ils sont au taquet. Et donc ils étaient prêts depuis quelques semaines déjà, et donc c'est plutôt le Royaume-Uni qui traînait un peu, et à plusieurs reprises, les institutions et les États membres ont fait part de leur agacement face à un Royaume-Uni qui traîne un petit peu beaucoup. Voilà. Un calendrier jusqu'à quelle date? Mars 2019. Voilà, l'article 50 a été déclenché en mars 2019, en mars 2017, pardon, et donc 2 ans. Le calendrier prévoit 2 ans, parce que c'est ce qui est prévu par les traités. C'est 2 ans de négociation, pas plus. Sauf si unanimité des États membres et accord du Royaume-Uni. Voilà, je pense que je suis en train un peu de me répéter. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme autre info? Ah oui, alors je vais vous donner une petite info. Le gouvernement britannique prévoit 9 textes sur le Brexit, puisqu'il va devoir remettre sur pied toute une législation nationale dans plein de domaines différents où l'Union européenne avait compétence. Donc ça comprend le domaine des douanes, de l'agriculture, du commerce, de l'immigration, de la pêche, de la sûreté nucléaire et aussi des sanctions internationales, selon la reine. C'est ce qu'elle a dit pendant son allocution devant le Parlement britannique hier, je crois. Oui, c'est ça, hier. Et donc, il va falloir aussi se pencher sur est-ce que l'acquis communautaire, donc le droit européen, on l'incorpore dans le droit britannique, ou est-ce qu'on s'en préoccupe plus? Voilà.
Et il y aura des nouvelles législatives dans 2 ans au Royaume-Uni. Bonne question. Je crois que non, les prochaines du coup ce sera dans 5 ans, non? Il y aura un débrief du remaniement d'hier, certainement Tomer, mais ce n'est pas moi qui vais le faire, ce sera certainement Jean dans une prochaine émission, je ne peux pas vous dire quand. D'ailleurs, il n'a pas pu faire l'émission, j'ai vu quelqu'un avait posé la question, il a eu un empêchement ce midi, donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire l'émission sur le Conseil des ministres, mais ce sera le cas la semaine prochaine, ne vous en faites pas. Voilà. Bon, bah, j'ai fait le tour. On refera des émissions sur le Brexit quand il y en aura. La semaine prochaine, du coup, on fera sur les Panama Papers. Pardon. J'espère du coup que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment malgré la chaleur insupportable partout en France. Là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été nombreux à suivre ce live. Merci aux tipeurs. Merci aux tipeurs. N'oubliez pas qu'on est sur les réseaux sociaux. Ce soir, la libre antenne n'aura pas lieu, puisque Jean est toujours indisponible. Et donc, on se retrouve demain pour la communauté de l'ONU en mode revue de presse internationale. Et un Inside Acropolis ensuite. Voilà, voilà. À bientôt. Gros bisous, salut. Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe.